demanderai donc à Madame Zaya Ziouani, qui est la chef d'orchestre et fondatrice de l'orchestre Divertimento, de venir s'asseoir à mes côtés devant ces lumières qui vont évidemment nous ramener encore plus de chaleur. Alors, vous dites, nous sommes là pour les 20 ans de l'ODAP. Alors, désolé, je ne veux pas enlever la fête à l'ODAP, mais il n'y a pas que l'ODAP qui fête cette année 20 ans. Apparemment, je découvre depuis très très peu de temps, aussi l'orchestre fondé par Madame Ziouani fête cette année, en 2019, ses 20 ans. Donc voilà, joyeux anniversaire à vous aussi, à votre orchestre. Donc Divertimento fête ses 20 ans. Et avant de rentrer sur le vif du sujet, je trouve quand même important, il ne faut pas banaliser, hein. C'est une vraie chef d'orchestre qui dirige une vraie orchestre. Alors vous direz, mais ce n'est pas la peine de le dire. Non, ce serait faux de ma part de ne pas souligner à quel point il faut faire des sacrifices en tant que femme pour devenir chef d'orchestre et mener avec ses propres bras un projet comme Divertimento, qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'affirmé sur la scène culturelle française, qui est connu au ministère, mais il y a 20 ans, j'imagine que ce n'était absolument pas le cas. Alors, dites-nous pourquoi une gamine toute jeune arrive à bâtir un projet pareil, à le porter et à le faire avancer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie de venir partager ce moment avec vous et puis de voir comment dans d'autres univers aussi, il y a plein de problématiques également auxquelles on réfléchit, à savoir comment on peut travailler ensemble. Et en effet, pour ma part, moi j'ai eu la chance de grandir sur un territoire alors différent de celui-ci, puisque c'était la Seine-Saint-Denis, et j'y habite encore d'ailleurs, et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mes parents étaient très mélomanes. Et et donc j'ai eu la chance de découvrir la musique dans le cercle familial et d'aller du coup écouter les concerts, mais dans les grandes salles à Paris. Et je me suis toujours dit que je ne comprenais pas toujours quand j'étais petite pourquoi on allait à Paris et que je ne pouvais pas voir des concerts de cette qualité-là et de cette ambition-là sur mon territoire. Alors après, j'ai un chemin naturel, j'ai eu l'occasion d'étudier la musique en conservatoire et j'ai commencé d'abord par la guitare, mais je voulais absolument jouer les musiques qu'on entendait à la maison et on entendait beaucoup les opéras de Mozart, les symphonies de Beethoven. Et donc j'ai décidé de faire un deuxième instrument qui est l'alto et qui m'a permis justement d'entrer dans un orchestre et là de me plonger complètement dans cet univers de l'orchestre symphonique. L'alto étant placé au centre de l'orchestre, donc être au milieu des instruments aigus, des instruments graves, et surtout positionné devant le chef d'orchestre. Et là, j'ai découvert ce métier qui m'a fascinée. Et donc, pour mieux le comprendre, j'ai commencé à emprunter des partitions, à me documenter sur les chefs d'orchestre. Et d'ailleurs, il y avait un très grand maître de la direction d'orchestre que j'appréciais beaucoup. J'avais son poster dans ma chambre quand j'étais petite, plus jeune. Et quand j'en parlais à mes professeurs, je disais, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Et on me disait, ouh là là, Zaya, n'y pense même pas, ce n'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Donc, je continue malgré tout à y rêver un peu secrètement. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand maître de la direction d'orchestre à Paris, puisqu'il donnait plusieurs cours de direction d'orchestre. Il m'a intégrée dans sa classe. J'ai eu la chance de vivre 2 années très intenses, très exigeantes, très difficiles. Mais je suis sortie de cet enseignement riche, de cette expérience, à 18 ans. Alors que normalement, c'est un métier qu'on aborde plutôt dans une deuxième partie de carrière. J'ai eu la chance de le commencer très tôt, en tout cas d'apprendre très tôt. Et on est chef d'orchestre que si on est amené à diriger un orchestre, à être confronté à un groupe. Tout à l'heure, on a beaucoup entendu des analogies avec, évoquer le monde du rugby avec les équipes. En orchestre, c'est pareil, on n'est pas chef d'orchestre si on n'est pas devant un orchestre. Et je me suis retrouvée à observer un petit peu le milieu musical et à me rendre compte qu'il n'y avait pas de jeunes qui dirigeaient les orchestres nationaux en France, ou en tout cas la majorité des orchestres, et pas de femmes aussi. Alors j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais peut-être faire changer ça, comment je pouvais me créer des opportunités pour diriger. En parallèle, j'ai passé des concours et j'ai eu l'occasion de gagner un concours international qui m'a permis d'être aussi identifiée dans le milieu musical, et on m'a confié la direction de certains orchestres de conservatoire à Paris et en Seine-Saint-Denis. Alors moi-même, ayant grandi sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, je connaissais aussi les réalités sociales, urbaines de ce territoire-là. Et puis aussi de m'investir à Paris dans un quartier où c'était des publics et des enfants
et des jeunes dans des contextes sociaux beaucoup plus favorables. Et quand on m'a donné une invitation pour aller diriger dans un festival, il fallait venir avec son propre orchestre. Et moi, j'avais pas d'orchestre, puisque comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on n'invite pas forcément les jeunes à diriger, pas forcément les femmes, et encore plus pour pouvoir avoir la main sur un projet, décider des orientations, des choix, il faut être directrice musicale, directeur musical d'un orchestre. Et là, je savais que ce serait encore plus difficile. Alors, j'ai décidé de créer un orchestre, puisque j'étais en contact de ces jeunes musiciens à Paris qui étaient passionnés par la musique, de ces jeunes musiciens en Seine-Saint-Denis qui étaient aussi passionnés par la musique, mais qui avaient des vies qui étaient radicalement différentes. Et les jeunes de Paris ne sortaient pas de leur arrondissement, et les jeunes de Stein ne sortaient pas non plus de leur quartier, et avaient tous des idées reçues sur ce qui se passait en dehors de leur quartier, sans forcément y aller. Et donc, je m'étais dit que peut-être un orchestre symphonique, ça pouvait être aussi un lieu de rencontre. Et c'est comme ça que l'Orchestre Divertimento est né, quand j'avais en effet une vingtaine d'années, avec des jeunes étudiants qui étudiaient à mes côtés la pratique d'orchestre, des jeunes musiciens professionnels également. J'ai une sœur jumelle, Fetouma, qui est très engagée à mes côtés aussi. Et donc, c'est comme ça que ce projet est né. Et on a commencé à aller jouer, à répondre à quelques invitations de festivals. Et ensuite, après la sortie de ces projets, je me suis vraiment dit que ce serait intéressant de réfléchir à ce projet, à le développer. Et surtout, ça m'a aidé à avoir en effet une vision beaucoup plus précise et pertinente de ce que je souhaitais, de quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle, notamment en grandissant et en faisant se développer cet orchestre qui est en région Île-de-France, dans une région où il y a déjà beaucoup d'orchestres nationaux et des orchestres qui viennent du monde entier. Donc c'est pour ça que ça m'a amené à réfléchir, à savoir quel sens et quelle utilité donner à ce projet. Alors, vous avez compris que finalement, la naissance de Divertimento ne fut pas un divertimento, je dirais, mais un gros travail, et qui, par contre, est arrivé à ses 20 ans avec un grand succès. Ça, il faut le dire. Et alors, pendant qu'on parlait tout à l'heure, vous me disiez, j'ai un frère qui est un sportif de haut niveau. Et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a en commun entre un musicien de haut niveau et un sportif de haut niveau? C'est d'abord le sacrifice, mais deuxièmement, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais c'est aussi le jeu collectif, parce que même quand tu fais du sport individuel, tu as une équipe autour de toi si tu veux arriver au haut niveau. Alors, quel est le rôle d'un chef d'orchestre ou d'une chef d'orchestre? Excusez-moi. Vous avez des talents souvent égocentriques. Ça me rappelle beaucoup des élus, mais il ne faut pas jamais dire ça. Beaucoup de talents égocentriques sont tous des artistes, tous des Karajan puissants, tous des Pollini comme joueurs de piano. Il faut les embrayer, ne pas les frustrer, le faire travailler, parce qu'il n'y a que comme ça que la vraie bonne mayonnaise arrive à sortir. La vraie grande musique est celle d'une orchestre. C'est la plus grande émotion qu'on puisse avoir, être au milieu d'une orchestre. C'est une magie, parce que un violiniste fait vraiment des mouvements assez essentiels, alors, mais tout d'ensemble, ce n'est pas essentiel, c'est complexe. Quel est votre rôle? Comment vous faites ça? Oui, alors c'est une vraie question, en effet, puisque en tant que chef d'orchestre, on se retrouve face à un groupe, face à une collectivité. Donc, comme tout rapport d'un individu face à un groupe, c'est jamais simple, notamment dans un orchestre où on se retrouve avec des personnes qui ont des missions différentes, des rôles différents dans l'orchestre, qui jouent des instruments différents, bien évidemment. Donc, le rôle du chef d'orchestre, c'est d'arriver justement à fédérer tout le monde, de les inviter à s'engager tous de la même façon, même entre le joueur de triangle qui va intervenir qu'à certains moments et le violoniste qui va être en effet plus sollicité. Parfois avec des musiciens qui ont des parcours très différents, puisqu'encore maintenant, on retrouve un petit peu de tradition de certains instruments qui ont des origines plus populaires, d'autres qui ont des origines plus bourgeoises. Donc c'est vrai que les profils des musiciens sont très différents. Et malgré tout, on est tous là pour servir un projet collectif, pour placer justement l'orchestre, l'intérêt collectif en premier. Et justement, le chef d'orchestre doit aussi donner une vision musicale, doit donner aussi un projet, enfin une vision stratégique au projet de l'orchestre pour emmener tous ces musiciens avec lui. Alors c'est vrai que c'est très différent quand on est chef d'orchestre invité et on va venir juste diriger une œuvre quelques jours avec un orchestre, et quand on est directeur ou directrice musicale d'un orchestre. Pour ma part, je suis directrice musicale de l'Orchestre Divertimento, donc ça me permet en effet de travailler sur la dimension musicale, artistique, et puis aussi beaucoup plus stratégique. Et mon rôle de chef d'orchestre, c'est vraiment pendant les répétitions de faire en sorte que, et ces répétitions-là, c'est les moments les plus stratégiques du travail, puisque chaque musicien vient
avec beaucoup de compétences, mais avec peut-être chacun sa propre vision de l'œuvre. Et il faut qu'on soit tous là pour servir une seule vision de l'œuvre. Le chef d'orchestre, il est là pour la donner, pour assembler tout le monde, parfois pour être assez ferme, parfois pour être très inspiré, le maximum de confiance, pour donner envie à tout le monde de se dépasser. Donc voilà, donc c'est un savant mélange aussi de diplomatie, d'engagement, de valeurs humaines. Et ce travail pendant la répétition, il est important. Et après, pendant les concerts, c'est d'inspirer aussi cette notion du dépassement de ça du dépassement de soi, auprès des musiciens. Et donc, je serais tentée de vous dire qu'il y a en effet une expertise technique, une excellence à laquelle on doit tous parvenir, mais que c'est vrai que la dimension de fédérer une équipe, elle est très importante, et c'est notamment dans le moment des répétitions que le chef d'orchestre incarne ce travail. Et du coup, pour ma part, en tant que directrice musicale, c'est aussi donner une vision au projet. Alors, non seulement vous nous démontrez qu'il faut vraiment un travail pour mener une équipe, la composer, choisir les personnes, les mettre ensemble, etc. Tout ce travail qu'on ne connaît pas, mais qu'on imagine qu'il est derrière. Mais là, vous avez aussi un vrai projet d'orchestre derrière. Projet qui est déjà en marche. Vous avez une vision de l'orchestre du XXIe siècle. Et vous faites un déjeuner avec Madame Zuani, vous découvrez qu'il y a une musicienne qui vous parle beaucoup de musique, qu'il y a un vrai coach qui doit ramener des gens aussi à un certain niveau d'équipe, mais il y a aussi, c'est incroyable à la penser, un vrai aménageur du territoire, parce qu'on parlait des Jeux Olympiques de Paris, et tu l'entendais parler de comment sur cette île il faut faire ceci et comment le faire, etc., quel type d'intervention. Donc c'est un travail beaucoup plus transversal qu'on aurait pu imaginer, mais qui se nourrit de cette vision que vous avez de l'orchestre du XXIe siècle. Et vous disiez, il y a 3 volets dans l'orchestre du XXIe siècle. Le premier volet, c'est sans doute celui artistique, vous disiez. Vous pouvez nous raconter mieux ça, donc cette composition? Oui. Alors c'est vrai qu'en effet, aujourd'hui, cette année, on fête les 20 ans de l'orchestre Divertimento, donc c'est un beau moment pour célébrer, pour fêter en effet cet événement. Et en même temps, c'est aussi un moment où c'est intéressant de se poser et puis de réfléchir à tout ce cheminement et de savoir comment on peut se projeter dans les 20 prochaines années. Et en effet, aujourd'hui, le projet de l'orchestre Divertimento, s'il y a bien justement quelques leçons qu'on peut tirer de cette expérience-là, c'est que évidemment, on ne peut pas rentrer dans... Tout à l'heure, j'écoutais attentivement les discours, et c'est vrai qu'il y a des choses très justes sur le fait qu'on ne peut pas avoir que la vision des artistes, que la vision des politiques, que la vision du monde économique, mais que c'est vraiment en travaillant ensemble. Alors, je vais vous en parler un peu plus précisément, mais en tout cas, c'est vrai que mon parcours personnel m'a en effet aidé à savoir comment je pouvais apporter de l'innovation dans ce milieu musical qui en demande et qui est utile. Alors vous me direz, comment on peut apporter de l'innovation quand on joue de la musique qui a appartenu à certaines époques? Et c'est vrai que moi-même, étant française et d'origine algérienne, j'ai grandi en me construisant sur les valeurs de ces deux cultures-là. Et je me suis rendu compte, en effet, que dans beaucoup d'œuvres symphoniques, les compositeurs s'étaient inspirés des musiques populaires et traditionnelles de leur propre pays, mais parfois d'autres pays européens ou d'autres continents. C'est inspiré par exemple d'une œuvre littéraire, picturale, du cinéma, et qu'en fait c'était aussi un lieu de rencontre, mais pas qu'entre des musiciens, pas qu'entre des publics, mais aussi entre des cultures. Et je trouve intéressant dans une société française aussi, où on a des personnes qui viennent du monde entier pour vivre en France, que de montrer aussi que notre culture française européenne, elle s'était aussi construite avec des références à d'autres cultures. Donc j'ai commencé à construire des programmes autour d'œuvres de Camille Saint-Saëns, de Manuel de Falla, de Rossini, mais en s'appuyant sur des œuvres où il s'était inspiré d'autres cultures, et du coup de jouer aussi ces musiques qui les avaient inspirées. Donc par exemple, j'ai donné un concert récemment à la Philharmonie de Paris où on a joué en effet des œuvres de Camille Saint-Saëns, qui est un compositeur français, mais qui a beaucoup voyagé en Algérie et qui s'est inspiré de la musique algérienne. Donc on a joué cette musique classique algérienne qui l'avait inspiré. On a joué aussi une musique de flamenco qui avait inspiré Manuel de Falla. Donc voilà, de montrer aussi, d'avoir d'autres visions du répertoire symphonique, et de montrer aujourd'hui comment aussi des compositeurs contemporains s'emparent de la musique symphonique en France, mais aussi partout dans le monde, au Mexique, en Chine, en Australie, et que cette mondialisation, elle est aussi intéressante parce qu'elle permet de montrer et d'incarner cette rencontre entre les cultures. Donc au concert qu'on vient de voir de l'Orchestre Divertimento, on vient écouter des œuvres du patrimoine musical, mais on vient aussi découvrir les styles de musique qui les ont inspirés, et on a décliné ça évidemment autour des musiques de la Méditerranée, mais aussi des musiques
d'Amérique, par exemple, avec la rencontre entre le jazz, le répertoire symphonique, ou parfois d'apporter également une vision beaucoup plus contemporaine et moderne, par exemple autour des musiques électroniques, du graphe, des cultures urbaines qu'on a souvent tendance à opposer à la musique classique, et de montrer comment, au contraire, ce sont des univers qui peuvent se retrouver. Donc voilà, donc vraiment la dimension artistique, c'est de réinventer les formes de la musique classique, d'être toujours très exigeant, toujours dans l'excellence, mais en ayant une vision différente et beaucoup plus ouverte, et que quand après on ressort de ces concerts-là, on ne se dise pas, ah oui, en effet, la musique classique, c'est pas qu'une musique avec un regard vers le passé, une musique poussiéreuse, mais au contraire d'incarner la dimension de créativité et d'innovation dans les programmes. Donc, au fait, la musique symphonique, c'est fondamentalement un instrument de contamination, de votre point de vue. C'est-à-dire, elle se fait contaminer, elle s'approvisionne aussi de la contamination d'autrui, et automatiquement, pratiquement ainsi faisant, vous faites l'avant-garde de la musique symphonique. Donc, vous nourrissez un répertoire. Oui, oui. Après, moi, c'est vrai que peut-être que j'utiliserais plutôt le mot inspiration, en effet. Oui. Mais vous avez raison, c'est vraiment voilà, l'inspiration, un lieu de rencontre, et de montrer que c'est voilà, que c'est un univers qui est ouvert sur son temps, et de pouvoir le montrer. Et voilà. Et en fait, avec cette réflexion artistique, c'est aussi pour montrer à des publics très différents, qui ont des origines en effet aussi culturelles différentes, que voilà, le patrimoine français s'est aussi construit avec d'autres références culturelles, et donc d'amener des personnes qui ont choisi de venir vivre en France, de leur dire oui, mais c'est aussi important de connaître d'où vient la France, sa culture musicale, ses compositeurs français. Et donc voilà, donc ça va un petit peu dans les deux sens. Et donc pour permettre justement à ce que plus de diversité de public puisse voir ce travail artistique, et en effet, un des choix, ça a été de l'Orchestre Divertimento, ça a été de l'amener en résidence en Seine-Saint-Denis, dans un territoire que l'on connaît, alors dynamique, mais avec des réalités aussi économiques, sociales compliquées, et de se dire, oui, ça sera aussi le territoire de l'excellence, ça sera aussi le territoire de la musique classique. Et ça, c'est le volet 2, territoire. Parce que là, c'est vraiment un volet qu'on ne pouvait pas s'attendre. Sinon, pour le fait, voilà, je vais jouer dans tel territoire. Non, là, il y a une interaction un peu importante. Vous jouez un rôle territorial. Vous êtes un acteur territorial, en effet, avec votre orchestre. Oui, alors en effet, et c'était un vrai choix, en effet, d'abord d'investir ce département, et puis à partir de ces expériences-là, d'honorer des invitations qui nous ont été faites dans d'autres territoires, et de se dire qu'en effet, la musique classique, elle ne peut pas s'incarner que dans les grands établissements, notamment parisiens, mais que ça peut être aussi une culture populaire dans le beau sens du terme, qui peut fédérer aussi des publics très différents. Et pour ça, il faut que les dynamiques existent sur les territoires. Donc c'est d'aller jouer en Seine-Saint-Denis, d'aller jouer par exemple dans les périphéries de Lyon, de Grenoble, dans les Hauts-de-France. Après, on se dit c'est très bien d'amener la musique classique dans ces territoires-là, mais il faut que les publics puissent aller l'écouter. Et là, on se retrouve face à des problématiques très différentes entre les personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées, qui ne s'autorisent pas ce chemin-là, puisqu'ils estiment que ça appartient à d'autres cultures, à d'autres classes sociales. Aussi, il y a des problématiques très concrètes de transport en commun, d'insécurité urbaine, d'aménagement du territoire, puisque parfois, dans certains territoires, voilà, à 20h, 19h, 20h, vous n'avez plus de desserte de bus, que parfois, il y a des problèmes d'éclairage, d'insécurité, et que vous avez beau amener les plus belles œuvres dans les salles de concert, si les gens ne peuvent pas y aller, c'est compliqué. Donc il a fallu commencer vraiment à travailler avec plein d'acteurs différents, la RATP, les élus locaux, le monde économique, les structures sociales, les maisons de quartier, éducatives, pour à un moment donné se dire, si on veut faire avancer les choses, c'est pas tout seul. Moi, j'ai fait des études pour être chef d'orchestre, même si je m'intéresse à beaucoup de choses et que je suis curieuse, mais je peux pas répondre à toutes les problématiques. Donc, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on réfléchisse ensemble. Alors, évidemment, c'est assez évident de le dire aujourd'hui. Ça a été un travail et un cheminement qui a duré pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand l'Orchestre Divertimento se déplace sur un territoire pour contribuer à une dynamique culturelle, je dis bien contribuer parce que l'idée, c'est pas du tout de venir de Paris, de dire il faut faire ça, c'est de se mettre autour de la table et de réfléchir ensemble. Et souvent, on retrouve, même si maintenant les choses ont tendance à évoluer, on se retrouve parfois pour la première fois avec des gens qui sont sur un même territoire mais qui ne s'étaient pas rencontrés avant, et à se dire comment on va faire pour que les publics puissent venir au concert, travailler sur telle problématique, sur telle problématique. Donc voilà, donc de se dire que la musique, la culture, elle doit vivre sur les territoires, pas uniquement dans les grandes salles de concert, sur les territoires urbains, et
de plus en plus, nous aussi, on essaie de réfléchir à investir encore plus la dimension urbaine et également ultramarine, puisqu'on a des territoires d'outre-mer qui nous demandent de travailler à leur côté pour réfléchir à ça aussi. Alors, le dernier axe, le dernier volet, si on peut dire, c'était la transmission pédagogique, vous disiez justement. Et là aussi, il y a un volet territorial, aller à la rencontre des gens, aller dans certains territoires pour pouvoir après les attirer vers la musique. Donc, quelle est votre expérience par rapport à ce volet-là? Je veux dire, qu'est-ce que, toujours dans le cadre de l'orchestre du XXIe siècle. Oui. Alors, en effet, par rapport à la réflexion, pour qu'on puisse avoir en effet des résultats sur ces territoires, alors c'est pas évident de résumer en 20 minutes 20 ans d'expérience, mais en tout cas, ça pour dire que petit à petit, moi je me suis rendu compte, on a fait plusieurs constats, c'est que la première chose, c'est très bien de faire des concerts et c'est très bien d'amener les publics à rencontrer cette musique, à rencontrer les artistes. Et du coup, on a eu en effet des résultats avec beaucoup plus de diversité sociale, culturelle et intergénérationnelle dans les publics. Mais qu'à un moment donné, c'était un petit peu dommage de s'arrêter là et qu'il fallait aussi permettre à des jeunes de pouvoir développer leur potentiel et eux-mêmes de passer le pas et de pratiquer la musique, c'est-à-dire d'apprendre à jouer d'un instrument. Alors ici, on est au sein d'un conservatoire de musique, donc l'idée, c'était pas du tout de dire que ces conservatoires de musique sont obsolètes et ne sont plus utiles. Bien au contraire, il faut continuer à défendre leur présence et leur utilité, mais que dans beaucoup de territoires, il y avait besoin aussi d'accompagner les familles et les enfants à pouvoir faire ce premier chemin, à comprendre l'exigence. Et donc, on a décidé de créer une académie avec l'Orchestre Divertimento, donc l'Académie Divertimento, pour amener ces jeunes à pratiquer la musique. Ceux qui étaient dans les conservatoires, aussi de leur donner notre expérience et de les inviter à jouer au sein de l'orchestre professionnel et de leur dire, voilà, vous êtes invités dans l'orchestre professionnel, maintenant, vous êtes des musiciens de l'orchestre. Moi, je leur dis, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est amateur, qui est professionnel, qui est petit, qui est grand. Vous êtes là et de leur faire comprendre assez tôt quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune pour évoluer dans la société, dans le monde de l'entreprise. Donc cette Académie Divertimento, on l'a créée aussi pour ça, pour leur permettre de vivre une expérience, d'apprendre à jouer la musique et aussi changer les profils des musiciens. Et tout ça pour dire que, en fait, maintenant, les résultats que l'on a sur les territoires, qui sont très encourageants, ils le sont parce que justement, il y a ces trois dimensions. Il y a les concerts, la dimension territoriale et la rencontre au travers des publics et la dimension pédagogique. Et c'est vraiment en abordant cette approche très globale que les résultats sont les plus probants et les plus encourageants sur les territoires. Vous ne regarderez jamais plus une chef d'orchestre de la même façon après cette expérience. Je vous demande d'applaudir Zaya Ziwani. Merci beaucoup. Merci.